Le pont aux corbeaux. Chapitre 3. Aveu. Lucie, dimanche 23 janvier 1944. Le soir, lorsque j'étais revenue pour ma 3e nuit, le sous-officier n'était parti. Sœur Gasparine m'avait expliqué que le jeune homme avait souhaité partir au Majestic en convalescence et, comme son état n'inspirait plus d'inquiétude, le médecin avait donné son aval. J'avais eu du mal à fermer l'œil après avoir vu Hugo Steinert agité par ses cauchemars et m'appeler dans son sommeil. J'avais espéré pouvoir lui présenter des excuses, mais il était trop tard. Et, manifestement, il ne souhaitait pas me revoir, puisqu'il avait avancé son départ. Mes dernières nuits, avant d'être en repos, m'avaient semblé très longues. Je savais que Hugo était toujours à Chamonix, mais j'ignorais s'il était judicieux d'aller au Majestic. Peut-être refuserait-il même de me recevoir. C'était la mort dans l'âme que j'étais rentrée chez mes parents à Valorcine. Ce dimanche, après la messe, l'abbé Payot m'arrête pour me demander des nouvelles de Hugo. Je lui annonce qu'il était sorti le lendemain de sa visite et qu'il est en convalescence au Majestic. Le sous-officier avait fait bonne impression sur le curé, qui me fait remarquer que son intuition était la bonne lorsqu'il avait eu connaissance du contenu de la lettre de la mère du jeune homme. Il ajoute que j'avais moi-même paru soulagée à ce moment-là. Je me mords la lèvre pour ne pas me mettre à pleurer. Le prêtre enfonce le clou quand il m'apprend que ces hypothèses étaient maintenant des certitudes, puisque le jeune Allemand s'était confessé à lui. Toutefois, il n'en dit pas plus. Il ne peut briser le secret de la confession. Cependant, il y a une chose qu'il me relate. Hugo est au courant de son activité de passeur, comme de celle des personnes qui font partie du réseau qu'il a créé 2 ans auparavant. Il m'annonce que sur ses conseils, il a recherché le carnet noir de l'officier qui est mort dans l'accident, sans le subtiliser. Il n'a pas trouvé de traces de son nom à lui, pas plus que le mien, celui de mon père, de Louis, de Franceline ou de Germaine Chamel, la propriétaire de l'hôtel du Buet. Hugo lui a assuré qu'aucun rapport concernant leur filière n'avait été rédigé. Seules les notes de son supérieur pouvaient nous mettre en danger. Nous devrons cependant rester sur nos gardes. Je suis mortifiée. J'avais été odieuse avec le jeune homme. Ma première impression avait pourtant été positive, mais ensuite, je m'étais focalisée sur ce que j'avais lu sur ces papiers. Je m'étais voilé la face, car il me plaisait. Mais la seule idée d'être tombée sous le charme d'un Boche, qui plus est un SS, m'avait été insupportable. Dans mon esprit, à ce moment-là, je trahissais les miens en tombant amoureuse de lui. Que puis-je faire pour obtenir son pardon et surtout le revoir, ne serait-ce qu'une fois? Je tourne le problème dans tous les sens. Puis j'ai une idée. Parmi les jeux d'enfants que je partageais avec mon frère Jean, prisonnier depuis 1940 en Allemagne, figurent les messages secrets. Nous nous étions vraiment passionnés pour le sujet. Nous étions documentés et avions essayé nombre de techniques. Écrire les mots à l'envers, la technique du miroir, le chiffre des francs-maçons, les codes à chiffres, le javanais, le morse. Mais notre préféré, surtout le mien, restait celui des codes avec un livre de décryptage. C'est donc ce dernier type d'encodage que je choisis d'utiliser, avec un livre que j'aime beaucoup, un prix d'excellence que j'avais reçu l'année de mon brevet élémentaire, La Princesse de Clèves, dans une édition de 1925, avec une jolie reliure. Je m'attelle à l'encodage et dois, pour ce faire, relire le roman en diagonale, avant de noter le message au crayon sur le feuillet collé à l'intérieur de la couverture qui indique prix d'excellence, décerné à Lucie de Villa le 31 juillet 1935. Puis d'écrire pour Hugo une courte lettre que je dissimule en collant la dernière page contre la couverture cartonnée avec de la colle maison faite de farine et d'eau. Ce livre servira de prétexte. Il ne reste plus qu'à le faire parvenir à son destinataire. Lucie, lundi 24 janvier 1944. Le lundi matin, alors que je suis en repos, j'annonce à mes parents que je vais patiner à Chamonix. Je pars avec mon sac à dos dans lequel je glisse le livre enveloppé dans du papier kraft et mes patins à glace. Il faut que je rejoigne Montroc à pied ou à ski, car les 4 allers-retours de l'hiver d'avant-guerre
ne sont pas toujours assurées. Généralement, je fais le trajet de 5 kilomètres qui sépare le domicile de mes parents de la gare de Montroc à ski, ce qui, à l'aller, nécessite l'utilisation des pots de phoque jusqu'au tunnel du col des Montées, dans lequel je porte mes skis sur l'épaule pour emprunter le passage piéton prévu pour l'hiver. Le retour est plus facile, car après un coup de cul de 2 kilomètres entre Montroc et le tunnel, le reste est en descente vers la vallée du Trian, où se trouve mon village, encadré par les contreforts boisés du Buet et de la Croix de Fer. Je laisse mes skis à la femme du chef de gare, comme à chaque fois que je me rends à Chamonix pour le travail ou les loisirs en hiver, et monte dans le train. Les contrôleurs ont l'habitude de me voir, et ils passent souvent un moment à discuter avec moi. Ce matin-là, je trouve le trajet plus long que de coutume, tant j'ai hâte d'arriver. Mais le train s'arrête à Argentières, à La Joux, au Thyn et au Prat, avant que je parvienne à ma destination. Je ne fais pas attention au paysage sublime le long de l'Arve, dominé par la pyramide aiguë de l'Aiguille Verte, puis le grandiose aperçu sur l'ensemble de la chaîne du Mont Blanc, du col de Vauzat au col de Balme. C'est d'un pas alerte que je parcours les quelques 800 mètres qui séparent la gare de l'hôtel Majestic. Ce dernier est réquisitionné depuis l'année dernière pour les soins aux officiers allemands. Avant la guerre, le palace accueillait les touristes. En hiver, dans un paysage enneigé, pour profiter en famille des joies du ski, de la luge, des promenades en traîneau, et en été, pour jouir des cours de tennis, des excursions en automobile, des promenades. Ces vacanciers à l'élégance nonchalante évoluaient en groupe dans ce luxueux établissement qui leur procurait sur place tous les agréments d'un séjour marqué par la pratique de l'entre-soi. Je ne suis jamais entrée dans ce bâtiment à la beauté majestueuse, avec une architecture époustouflante selon les uns, sans caractère selon d'autres. Situé en hauteur, il a une vue imprenable sur l'aiguille du Midi, les Drues et les sommets du Mont Blanc. Je suis impressionnée par les hauts plafonds, les larges couloirs. J'avais entendu parler des soirées somptueuses organisées pour des invités de marque, des membres de familles royales et autres célébrités, des magnifiques salles de bal et des beaux jardins recouverts par la neige en hiver. À cet instant, j'imagine ces privilégiés descendre le bel escalier pour dîner dans leurs vestes de dîner et leurs robes de bal. Je réalise que ma tenue n'est peut-être pas adaptée à cet endroit luxueux. Je suis vêtue d'un gros pull tricoté main gris clair, orné de bandes jacquard gris foncé, par-dessus une chemise de flanelle, recouvert par une veste à capuche en lainage, ceinturée à la taille et un fuseau noir un peu défraîchi. Ma foi, c'est l'hiver, et je peux passer pour une monitrice de ski, avec mes chaussures, mes lunettes noires et mon bandeau tricoté avec le même jacquard que mon pull pour protéger mes oreilles. Ceci dit, avec mes 2 longues tresses blondes, je ressemble plus à une des Gretchen qu'affectionnent particulièrement Adolphe et la majorité des Allemands. Grande, blonde, yeux clairs, sportive, bien que peut-être un peu trop mince. Et le lieu où je viens de mettre les pieds regorge d'Allemands. J'entends quelques sifflements admiratifs dans mon dos, que je préfère ignorer, et me dirige vers la réception où trône une forte femme entre 2 âges, l'air un peu revêche. « Bonjour madame, je souhaiterais voir un sous-officier qui est arrivé chez vous jeudi, l'Oberscharführer Steinert, Hugo Steinert. »« Vous êtes de sa famille ?» demande sèchement la réceptionniste. « Non, je suis infirmière à l'hôpital de Chamonix où il avait été hospitalisé après un accident de voiture. Je viens lui rapporter un livre qu'il a oublié. » « Comme dans votre établissement, les visites n'ont lieu que l'après-midi, mademoiselle. Mais vous pouvez laisser votre paquet, nous le remettrons à M. Steinert. » Je n'ose pas assister et remets le livre bien ficelé dans son papier kraft à la femme. Je dois sembler méfiante, car cette dernière me précise que le colis sera délivré sans faute. Je la remercie et quitte l'hôtel aussi vite que je le peux pour échapper à l'ambiance oppressante que j'y ressens. Je me rends à la patinoire, où j'évolue un long moment avec d'autres jeunes gens. Nous avons des spectateurs, notamment des hommes revêtus de l'uniforme allemand, mais assez basanés et qui portent des turbans. En discutant avec les jeunes gens de Chamonix qui patinent avec moi, j'apprends qu'il s'agit de volontaires indiens qui ont intégré la Wehrmacht.
Des hindous allemands, me dit un adolescent boutonneux. Marrant, non? Je me demande surtout ce qui a pu pousser ces hommes à s'engager dans la HR, si loin de chez eux. Hugo, le même jour. Depuis 5 jours déjà, je suis au Majestic. Je n'ai pas eu le courage d'affronter le regard devenu distant de Lucie. Elle m'avait mis le cœur en miettes. Jamais je n'aurais cru qu'elle réagirait comme elle l'avait fait, niant ce qui était pourtant écrit assez clairement dans la lettre de ma mère qu'elle avait lue. J'avais masqué ma détresse comme j'avais pu, mais j'avais juste envie de hurler. Ce soir-là, j'avais eu bien du mal à me calmer. Mon esprit était obnubilé par ce que je vivais comme un rejet brutal, et je ressassais la scène que je venais de vivre, les propos de celle pour laquelle j'avais eu un véritable coup de foudre. Je me sentais abandonnée par elle, sans valeur à ses yeux. Pourquoi m'avait-elle sauvée? J'avais laissé libre cours à mon chagrin. Je ne me rappelais pas avoir pleuré depuis mon enfance, mais cette fois, mes larmes avaient coulé sans pour autant calmer cette douleur qui me serrait la poitrine. J'étais parvenue à m'assoupir tant bien que mal, mais je m'étais réveillée fréquemment, avant de sombrer finalement dans un sommeil agité. Aujourd'hui, la douleur est toujours là. Je n'arrive pas à oublier Lucie, mais je n'ai pas cherché à la revoir. J'ai trop peur de rouvrir une blessure qui n'est pas encore cicatrisée. Après le petit déjeuner, vers 9h30, je descends fumer une cigarette, comme chaque matin, depuis que je suis au Majestic. Je suis accompagnée d'un des médecins qui soignent les officiers accueillis dans le palace, réquisitionnés pour leur convalescence. J'avais été très étonnée lorsque j'avais reçu la visite du docteur Gustav Buchholz. Tous deux, nous nous connaissons depuis la Grundschule, et nos routes ne s'étaient réellement séparées qu'en juillet 1943, lorsque j'avais passé mon examen de droit. Nous avions suivi des études différentes, puisque Gustave terminait alors sa 5e année de médecine. C'est très réconfortant pour moi de retrouver un visage ami et quelqu'un de mon âge avec qui discuter, dans la personne du jeune étudiant en dernière année de médecine qui fait cette année de pratique clinique dans l'armée, non par choix, mais par obligation. C'est donc en tant que médecin assistant qu'il s'occupe désormais de moi, son ami. En arrivant dans le hall avec lui, je suis surpris d'être hélé par la réceptionniste. « Herr Steinert, il y a un paquet pour vous. » « Un paquet ?» fais-je étonné. « Une jeune femme blonde, infirmière, m'a-t-elle dit, l'a apporté ce matin. Il paraît qu'il s'agit d'un livre que vous avez oublié à l'hôpital de Chamonix. » Mon cerveau mouline à toute vitesse. Une jeune femme blonde, livre, hôpital. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, en effet, réponds-je d'un air entendu, comme si j'étais au courant. Je me demandais ce que j'avais bien pu en faire. Je remercie la femme et sors fumer ma cigarette, le paquet sous mon bras valide, tout en observant la vue sur l'aiguille du Midi, le Mont Blanc du Tacu et le Mont Maudit. Je revois la réceptionniste me dire « Une jeune femme blonde, infirmière ». Il ne peut s'agir que de Lucie. Je ne vois pas pourquoi une des autres infirmières, qui pour la plupart sont des religieuses, m'aurait apporté un paquet. Le rythme de mon cœur accélère. Je suis quasi certain que c'est Lucie. Et elle s'est déplacée pour m'apporter un livre que je ne peux pas avoir oublié, puisque je n'en avais pas sur moi au moment de l'accident. Et personne ne m'en a apporté un pendant que j'avais séjourné à l'hôpital. À quoi joue-t-elle? Je me prends pourtant à espérer que la jeune femme a de louables intentions. Je dois en avoir le cœur net. Mon ancien camarade d'école, qui fume de conserve avec moi, m'observe à la dérobée. « Tu m'as l'air pensif, Hugo. À cause de ce paquet ou de l'infirmière blonde qui l'a amené ?» Je n'avais pas évoqué ma rencontre avec Lucie, et je ne dirai rien à Gustave tant que je n'en saurai pas plus sur le contenu exact du paquet. « Les deux, » réponds-je laconiquement à mon ami. Je ne reste pas longtemps dehors, contrairement à mon habitude, et remonte dans ma chambre après m'être excusé auprès de Gustave. Heureusement, la ficelle qui entoure le fameux paquet n'est pas trop serrée. Je parviens facilement à la faire glisser d'une seule main. Je déchire à la hâte le papier kraft et découvre en effet un livre.
La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, lis-je à voix haute. Certainement un roman historique. Ce n'est pas vraiment le genre de lecture que j'affectionne. Je me souviens que ma mère a ce livre dans sa bibliothèque, un classique de la littérature française. L'ouvrage que je tiens dans ma main semble être assez précieux au vu de la reliure de cuir rouge, décorée de guirlandes, de motifs floraux dorés, et le reste de la couverture est en papier marbré. Étonné, je l'ouvre. Le feuillet collé à l'intérieur me saute aux yeux. Distribution des prix, Chamonix, cours supérieur, prix d'excellence obtenu par une moyenne mensuelle de 178,85, 113,26,7, 119,7,1, 115,23,4, 301,12,7. Décerné à De Villa-Lucie le 31 juillet 1935. J'avais raison. Le livre appartient à Lucie. Donc la jeune infirmière a bel et bien apporté le paquet elle-même. Un prix reçu au cours de sa scolarité. Mais que font là cette série de chiffres ajoutés au crayon et qui tranchent avec les mots manuscrits écrits à l'encre violette? Ce type de chiffrage m'évoque quelque chose. Serait-ce un code pour transmettre un message, comme ceux que je devais déchiffrer pendant les jeux de piste lorsque j'étais scout? Il y a certainement un lien entre le livre et les chiffres. Ça y est, je me rappelle. Dans chaque série de 3 chiffres ou nombres, le premier désigne la page, le deuxième la ligne et le troisième le mot. Il ne me reste plus qu'à suivre les directives laissées par la jeune femme. Muni d'un papier et d'un crayon, je me mets à décrypter le message, ce qui ne me prend pas plus de 3 minutes. Lettre cachée, dernière page. Fébrilement, je vais jusqu'à la dernière page numérotée, mais rien ne me saute aux yeux. J'ai peut-être mal interprété. Après la dernière page numérotée, il y en a encore quelques-unes. Je me rends à la toute dernière. Quelque chose cloche. Les contreplats sont différents. La dernière feuille semble avoir été collée dessus, et je sens une surépaisseur sous mes doigts. La lettre. Avec mon couteau, je décolle doucement la feuille qui la dissimule. L'avantage de la colle artisanale, c'est qu'elle s'enlève assez facilement. D'autant que pour que le masquage soit invisible, Lucie n'a pas dû en mettre beaucoup. La voilà, cette mystérieuse lettre. Une lettre de Lucie. Le cœur au bord des lèvres, je déplie la précieuse feuille. Valorcine, le 23 janvier 1944. Hugo, je me permets de vous appeler ainsi, puisque vous me l'aviez demandé. À ce moment-là, j'avais refusé, comme j'avais refusé que vous m'appeliez Lucie. Je voudrais m'en excuser, car si l'argument de la distance professionnelle était judicieux, rien ne justifiait la froideur que j'ai manifestée à votre égard ensuite. Être professionnelle pour une infirmière, c'est être à l'écoute et chaleureuse. J'ai fait tout le contraire, et j'ai réalisé que je vous avais fait beaucoup de mal. Je me suis même montrée blessante, après que vous m'avez fait remarquer que j'avais lu la lettre de votre mère qui révélait qui vous étiez vraiment. Pas un monstre, comme la plupart des SS, mais un homme charmant et sincère, un homme qui a les mêmes valeurs que moi. Je n'ai pas d'excuse à mon comportement. Je n'ai pensé qu'à moi en voulant me protéger. Car être attiré par vous, c'était trahir ma patrie, du moins la partie hostile aux occupants, dont vous faites partie, Hugo, que nous le voulions ou pas, l'un et l'autre. Je me suis forgé une carapace afin que vous ne puissiez pas m'atteindre, en vain. Ma tête me disait de résister, quand mon cœur essayait de me faire comprendre le contraire. Si je vous avais expliqué pourquoi je ne pouvais pas être aussi proche de vous que vous l'auriez souhaité, malgré les sentiments que j'éprouve à votre égard, je suis certaine que vous auriez compris. Mais j'ai tout gâché, et j'imagine que vous n'avez plus envie de me voir. J'implore votre pardon, et je ne vous en voudrais pas si vous cherchez à m'éviter au cas où nous nous croiserions dans Chamonix, qui n'est jamais qu'un gros village à côté de Munich. Ce dont je suis sûre aujourd'hui, c'est que je ne vous oublierai jamais, tout simplement parce que je ne veux pas vous oublier. Lucie.
Comment pourrais-je ne pas lui pardonner? Je l'ai fait depuis longtemps. Moi non plus, je ne voulais pas l'oublier. Et je n'ai aucune intention de l'éviter. Depuis que j'ai quitté l'hôpital, elle me manque. Si je n'ai pas cherché à croiser son chemin, c'est parce que je pensais qu'elle me détestait. Et voilà que cette lettre me révèle qu'elle est attirée par moi, mais qu'elle a lutté contre ce que son cœur lui disait. Oui, j'aurais compris si elle m'avait exprimé ses doutes. Maintenant, je sais que je ne lui suis pas indifférent, et je suis prêt à tout pour la conquérir. Bien entendu, lorsque je revois Gustave, celui-ci cherche à en savoir plus sur le fameux paquet contenant, soi-disant, un livre oublié. J'ai bien vu à ta tête que ce livre ne t'avait jamais appartenu auparavant. Alors, quel secret inavouable recèle-t-il? Y a-t-il un lien avec la blonde qui l'a apporté? J'étais certain que le médecin ne me lâcherait pas, tant que je ne lui aurais pas répondu. Cette jeune femme blonde est l'infirmière qui m'a sauvé la vie à Valorcine, et elle travaille à l'hôpital. Elle est la première personne que j'ai vue quand j'ai repris conscience. Et qui plus est, j'imagine qu'elle n'est pas moche, sinon tu n'aurais pas ce regard extasié quand tu en parles. En effet, elle est très belle et tu en es tombé amoureux. Tu penses l'ajouter à ta collection? Car si je me souviens bien, à Munich, tu en as mis quelques-unes dans ton lit. Tu as raison, je suis amoureux, mais cette fois pour de vrai. Seulement, nous nous sommes quittés en froid, car une Française et un Allemand, c'est déjà compliqué, alors un SS. Le médecin fait la grimace. Lui non plus n'affectionne pas particulièrement la Schutzstaffel. Toutefois, il sait que je ne suis pas une brute sanguinaire, que je ne suis pas plus antisémite que lui. Je lui avais juste dit que je n'étais entrée dans cette organisation que pour obéir à mon père. Le livre contenait un message dans lequel elle s'excuse pour s'être montrée froide et distante, précisai-je. Voilà, tu sais tout. Tout? Ça m'étonnerait. Mais je comprends que tu veuilles garder tes secrets. En tout cas, ce message laisse entendre que tu as tes chances auprès d'elle. Hugo, dimanche 30 janvier 1944. Comme à mon habitude, depuis que je suis au Majestic, chaque jour, je me promène dans Chamonix et les alentours, espérant toujours croiser la jeune femme qui occupe mon esprit. Comme chaque année, depuis la naissance des sports d'hiver, les adeptes de la neige et de la glace ont débarqué dans la station, dès les premiers jours de décembre. La période de Noël et du Nouvel An est celle des concours et des fêtes, des courses, des excursions collectives et des promenades en traîneau. La deuxième quinzaine de janvier voit traditionnellement les grands concours internationaux, ski, patinage, saut. J'ai donc pu y assister. Après tout, ça me fait passer le temps. Les premiers jours de février verraient les courses de bobsleigh, luge, traîneau et autres skijoring, sans oublier les concours de statues ou monuments en neige. Ce dimanche 30 janvier, je me rends à la messe, plus pour passer le temps que par grande piété, malgré mon éducation catholique. Et qui sait, peut-être y croiserai-je un jour Lucie. Je n'avais pas eu de mal à trouver l'église avec son clocher à bulbe lorsque j'y étais allée pour la première fois le dimanche précédent. J'avais trouvé étrange ce clocher abritant 4 cloches suspendues en fenêtre et non à l'intérieur du beffroi. Cette disposition permet aux chamoniards et aux touristes d'assister au spectacle des volées des 4 cloches. Cependant, à mes oreilles de musicien, l'harmonie de cette sonnerie semble discutable, en raison de la présence d'un demi-ton et d'un triton. En effet, la grande cloche sonne un demi-ton trop bas. À l'entrée de l'église, 2 vitraux avaient attiré mon attention par leur originalité. Ils évoquent la montagne dans des couleurs chaudes. L'un représente des alpinistes, l'autre des skieurs et des bobeurs, avec un Saint-Christophe qui semble veiller sur eux, comme saint Bernard de Menton le fait sur les alpinistes du premier vitrail. Gustave arrive peu de temps après moi et me rejoint dans ma travée, dérangeant au passage quelques ouailles qui s'écartent en bougonnant. Pendant l'office, je jette un coup d'œil circulaire aux murs et aux voûtes blanchies, aux retables, statues et tableaux de l'édifice qui contient quelques beaux éléments de style baroque. Au départ, je ne reconnais pas la jeune femme qui occupe tant mes pensées et qui se trouve pourtant non loin devant moi.
3 rangées de bancs nous séparaient. Je n'avais toujours vue qu'avec son uniforme d'infirmière. Or, aujourd'hui, elle porte une canadienne en velours côtelé, ceinturée à la taille et une jupe droite en lainage, et ses cheveux blonds sont regroupés dans un chignon bas que laisse apparaître son béret. Ce n'est que lorsqu'elle s'engage dans l'allée centrale pour sortir que je réalise que c'est elle, Lucie. Je dois attendre que les travées avant moi se dégagent pour sortir enfin, toujours suivi de mon ancien camarade. Je laisse ce dernier en plan et cours pour la rattraper. Je crie son prénom lorsque je suis assez près. « Lucie !» répétai-je dans un souffle. Elle s'arrête enfin lorsqu'elle entend qu'on l'appelle. Lorsqu'elle me voit, un large sourire illumine son visage. Je reste un instant hébété. Elle est encore plus belle que dans mon souvenir, malgré sa tenue modeste. « Bonjour, Hugo. Je ne m'attendais pas à vous voir là. » Auriez-vous oublié que je suis issue d'une famille catholique pratiquante ? Disons que ma mère et ma sœur sont très pratiquantes, moi, un peu moins. Cependant, depuis 2 semaines, je vais à l'église le dimanche. Mais vous, je suis surpris de vous voir à l'église de Chamonix. Sans doute parce que j'ai travaillé cette nuit et que je travaille encore ce soir. J'ai une chambre à l'hôpital lorsque je travaille. Je ne rentrerai à Valorcine que lundi, pour quelques jours. Nous restons tous les deux muets quelques secondes, nous regardant, les yeux pleins d'étoiles. Puis nous nous mettons à parler en même temps pour évoquer la même chose, ce qui nous fait rire. « Désolée, je vous ai coupé la parole, fais-je. À vous. » « Vous a-t-on donné le livre ?»« Oui, et grâce à mon passé de scout, j'ai décodé votre message et lu votre lettre. Alors, vous savez maintenant. Je suis vraiment désolée. Je vous demande sincèrement pardon. Il y a longtemps que je vous ai pardonné, Lucie. Vous ne vous souvenez pas de ce que je vous ai dit en dernier ? Que je resterai votre ange, cite-t-elle timidement. Oui, pour toujours. Moi non plus, je ne veux pas vous oublier. La jeune femme me sourit. J'ai une furieuse envie de l'embrasser, mais je me retiens. Je ne dois pas aller trop vite. J'aimerais que nous puissions en parler, Hugo, ajoute-t-elle contre toute attente. Nous pourrions nous retrouver cet après-midi dans un endroit moins fréquenté. Vous savez, j'ai compris qu'être vu en compagnie d'un Allemand, fût-il en civil, peut vous être préjudiciable et je ne le veux pas. Vous connaissez le chemin de la Pierre à Ruskin ? Oui, bien sûr, répond-elle. Nous pourrions nous retrouver juste après l'intersection avec le chemin des Chaudrons. Je vous attendrai à 13h. Nous discuterons tout en nous promenant. Mais là, voyez-vous, je n'ai pas le choix. Je dois rentrer pour le repas. J'y serai, confirme Lucie. Nous nous séparons, mais aucun de nous n'est triste, bien au contraire. Nous avons tous deux hâte que l'heure de notre rendez-vous approche, même si nous serons à l'extérieur avec un froid de canard. De loin, Gustave nous a vus discuter. Il attend que nous nous séparions pour me rejoindre alors que je prends déjà la direction du Majestic. « Tu avais dit quoi déjà ? Qu'elle était belle ? J'ai cru que tu exagérais, mais là, quelle beauté ! Je veux bien prendre ta place quand tu quitteras le Majestic. C'est bizarre que je ne l'ai jamais vue auparavant. Lucie, un joli prénom, ajoute pensivement le médecin. Normal, elle n'habite pas à Chamonix. Elle n'y est que pour le travail. Et je n'ai pas l'intention de te laisser prendre la place. Gustave rit franchement. Selon lui, je suis apparemment bien ferrée. Je suis déjà là quand Lucie arrive un peu avant l'heure prévue. Elle a délaissé sa jupe droite pour un vieux fuseau, un pull et une veste à capuche. Elle a aussi abandonné son chignon pour des tresses. La voyant arriver ainsi vêtue avec son sac à dos, je me dis qu'elle est prête pour randonner. Elle est vraiment très différente des jeunes femmes que j'ai côtoyées jusqu'alors, que ce soit à Munich ou à Paris, trop apprêtée et artificielle. Et elle est beaucoup plus jolie. Je vois que j'ai affaire à une vraie montagnarde, m'exclamai-je joyeusement. Et moi, un touriste, rétorque-t-elle d'un ton moqueur. Heureusement, vous avez de bonnes chaussures. Désolée, mademoiselle de Villa, mais je n'avais aucun bagage lorsque j'ai atterri malencontreusement à Chamonix.
Mes collègues d'Annecy m'ont bien amené des vêtements de rechange, mais ce sont des citadins, parachutés dans votre belle région. Nous retrouvons le ton plaisant de nos premiers échanges, lorsque j'avais demandé si j'étais au paradis. Cette fois, j'ai vraiment la sensation d'y être. Lucie est là, près de moi, et elle n'est là que pour moi, pas en service comme à l'hôpital. Nous sommes seuls sur le chemin de la Pierre à Rusquin, loin de l'affluence du centre-ville, bien qu'elle soit moins importante qu'avant-guerre. Nous nous mettons en route pour nous éloigner des lieux habités. Dans le premier virage, nous nous engageons sur le chemin de gauche, avant de longer un bosquet d'épicéas, coiffant la fameuse pierre portant le nom d'un géologue, poète et aquarelliste londonien qui puisait l'inspiration dans ce lieu. Jusqu'alors, nous n'avons plus échangé une parole. C'est Lucie qui brise le silence. « Hugo, je sais que vous vous êtes confessé à l'abbé Payot, donc lui sait tout de vous, m'avez-vous dit. J'aimerais aussi mieux vous connaître. Parlez-moi de vous. » Ça risque d'être long, avouai-je. J'ai un peu de temps. Et si vous n'avez pas fini, nous continuerons un autre moment. Bien, alors je me lance. Tout en avançant sur le chemin enneigé, je lui raconte ce que j'ai confié au curé de Valorcine, et même un peu plus. Mon enfance à Munich, mon père allemand et fervent nazi, ma mère originaire de Cluse, fervente catholique, qui m'a transmis ses valeurs, ainsi qu'à ma sœur, devenue religieuse. Mes années comme scout, puis dans la Hitlerjugend, poussée par mon père. Comme au prêtre, je lui parle des méthodes employées pour endoctriner la jeunesse allemande, et auxquelles je m'étais montré réfractaire. Après mon abitur, l'équivalent de votre baccalauréat, j'ai dû effectuer mon Reich Arbeitsdienst pendant 6 mois, à partir de juillet 1937. C'est quoi, ce Reich Arbeitsdienst? Un service de travail volontaire pour tous les jeunes hommes et les jeunes filles de 18 à 25 ans qui dure 6 mois. Enfin, depuis le début de la guerre, il a été raccourci, et actuellement, il n'est plus que de 6 semaines. Officiellement, l'objectif était de se confronter à l'idée de travail, surtout le respect dû au travail manuel. Nous faisions des travaux d'utilité publique, des travaux forestiers, de culture, ainsi que de la construction de digues, des travaux de drainage, de défrichage et des activités dans l'agriculture, du moins à mon époque. Depuis les débuts de la guerre, il s'est agi de plus en plus de constructions importantes pour la guerre dans l'environnement des troupes de combat. Et depuis 1942, ceux de la classe 1924 ont été envoyés derrière le front de l'Est pour construire des installations militaires, des voies et des ponts. Ils rencontrent l'ennemi et il y a des pertes. Et seuls ceux qui ont effectué leur Arbeitsdienst peuvent être admis à l'université. L'idée de départ semblait intéressante, mais évidemment, avec la guerre, c'est devenu un service militaire et non plus civil, si je comprends bien. En effet, depuis l'année dernière, les jeunes du RAD reçoivent une formation sur canons antiaériens dans la Luftwaffe et arment des pièces d'artillerie des Pays-Bas jusqu'en France. D'autres divisions construisent des petits bunkers et des abattis sur les plages de la Méditerranée et de l'Atlantique avec l'organisation TOT. Elle m'écoute attentivement, et ce que je lui explique lui permet de mieux comprendre comment toute une jeunesse est endoctrinée par un régime qui ne laisse aucune place à la réflexion personnelle et au libre arbitre. Il faut suivre la ligne du parti. Nous restons un moment près de la Pierre à Rusquin, d'où nous pouvons embrasser le panorama des aiguilles de Chamonix, les Grands Charmeaux et le Grépon à gauche, puis l'aiguille de Blétière, rebaptisée Pic du Maréchal Pétain depuis 1941, celle du Plan, l'aiguille du Midi et la chute du glacier des Bossons, dominée par le Mont Blanc du Tacu et le Mont Maudit. L'ultime bosse du Mont Blanc semble repousser loin derrière dans cette avalanche glaciaire. Puis, nous reprenons notre progression sur le chemin qui pénètre dans la forêt après une trouée en direction du téléphérique du Brévent. Je poursuis mon histoire avec mon service militaire, mon passage à l'université pour étudier le droit, au lieu d'intégrer la SS Junkerschule de Bad Tölz, comme le souhaitait mon père, qui voulait faire de moi un SS. Les connaissances que j'y avais faites, je lui parle notamment de Hans et Sophie Scholl, d'Alexander Schmorell et les autres membres de la Rose Blanche,
décapité pour activité anti-nazie, de la réaction de mon père lorsqu'il avait découvert ma sympathie pour le groupe de résistants et sa volonté que j'intègre la Schutzstaffel bon gré mal gré. La jeune femme ne se montre pas moins horrifiée que le curé de son village par la condamnation et l'exécution des jeunes anti-nazis. C'est donc pour cela que vous avez intégré l'ASS malgré vos réticences ? Oui. Mon père voulait aussi, de cette manière, me protéger, car mes idées anti-nazis m'exposaient à être emprisonné, voire déporté dans un camp. Mais c'est surtout ma mère et Joseph Müller, le mari d'une de ses amies, qui ont trouvé une solution acceptable pour moi. C'est l'exemple de Joseph qui m'avait poussé à faire des études de droit, et non de médecine comme mon meilleur ami. Il est un peu mon modèle. C'est un avocat autodidacte, un vrai bavarois, buveur de bière et fumeur de pipe. Ses amis l'appellent Ochsensepp, un sobriquet qui rappelle qu'il avait payé ses études en conduisant un char à bœuf, mais qui évoque aussi sa robustesse et ses origines paysannes. C'est de lui que parlait votre mère dans sa lettre ? Je réponds par l'affirmative et lui explique le rôle de Müller auprès du clergé allemand en Bavière et auprès du Vatican et de l'ambassadeur de Grande-Bretagne auprès du Saint-Siège, ses liens avec la Rose Blanche, ainsi qu'avec les hauts fonctionnaires de l'Abwehr opposés à Hitler, dont le fameux Hans, diplomate à Zurich mentionné dans la lettre. Tout en parlant, nous nous retrouvons à flanc de montagne, près d'un réservoir et où le chemin se transforme en sentier. Il est aussi membre de l'Orchestre Noir, précisai-je. Une cellule de résistance regroupant des militaires, ainsi que des religieux catholiques, notamment des pères jésuites. Le père Mayer, que votre mère évoque aussi, en fait partie ? Si le père Mayer est bien jésuite, il n'est pas membre de l'Orchestre Noir. En revanche, il est bien une figure de la résistance catholique au nazisme en raison de la politique anti-religieuse et raciste du régime. Je relate que le prêtre avait déjà été arrêté plusieurs fois et avait fait de la prison, 6 mois en 1937 pour abus de la chaire de vérité comme arme politique et attaque vicieuse contre le gouvernement, 4 mois en 1938 à la prison de Landsberg, puis en 1939 comme conspirateur et transféré au camp de concentration d'Oranienburg. Mais sa santé s'est détériorée rapidement là-bas, indiquai-je. Le gouvernement du Troisième Reich a craint un décès qui offrirait un martyr à l'opposition. En outre, le père Mayer est aussi un héros de la Première Guerre. Donc depuis, il est enfermé dans une abbaye en Haute-Bavière, avec interdiction de tout contact avec le monde extérieur, sauf avec les membres les plus proches de sa famille. Je trouve cela réconfortant de savoir qu'en Allemagne même, il y a des résistants. Le problème est que la résistance n'a pas le même impact qu'en France, où la population n'a pas été endoctrinée depuis des années. Elle revêt diverses formes en provenance de tous les milieux politiques, sociaux et confessionnels, quoique les groupes de résistance actifs les plus importants soient communistes. La répression est importante. À elle seule, la résistance ne peut suffire pour déstabiliser le régime nazi. Nous atteignons un endroit où se trouve un banc perché au-dessus du vide, après avoir ignoré la direction de Bel-Acha. Nous y faisons une halte pendant quelques instants. Je finis de raconter mon parcours avec mon intégration dans la SIPO-SD pour infiltrer ses services, comme j'en avais convenu avec Müller. Je nommais pas mon bref séjour comme secrétaire personnel du commandant du camp de Dachau, et ce dont j'ai été témoin, ce que j'ai entendu sur les autres camps, l'expérience de mon premier poste à Paris, avenue Foch. Je ne lui cache rien, pas même que c'est par l'intermédiaire du chef de la sûreté du Reich et de la garde rapprochée du Führer que je suis entré dans la SIPO-SD. Une courte montée nous amène au pied d'une dalle lisse, après laquelle le sentier balcon s'interrompt à cause d'un éboulement. Nous continuons en direction de la vallée, en restant à proximité de la pente, où dévalent souvent des avalanches, jusqu'à la trouée dans le bois qui ramène à la route des Gaillans. Depuis décembre à Annecy, je suis chargé avec mes collègues d'enquêter sur les filières de passage en Suisse. Reprends-je. J'ai eu la visite de policiers de mon service depuis que je suis au Majestic, et pas seulement pour m'amener des vêtements de rechange. Ils voulaient savoir ce que nous avions trouvé. Comme je l'ai dit à votre curé, j'ai juste évoqué un itinéraire utilisé sans rien dévoiler d'autre, pouvant leur laisser croire que n'importe lequel des guides des 3 compagnies de la vallée de Chamonix pouvait être l'un des passeurs. Quant à la tête du réseau,
j'ai prétendu que nous n'avions rien trouvé. Étant un des rares montagnards du commissariat, je leur ai suggéré de continuer à mener l'enquête en profitant de mon séjour ici pour être à l'affût de la moindre information. C'est un jeu dangereux, Hugo. Je sais, Lucie, mais ça vaut le coup si des gens parviennent à passer en Suisse pendant ce temps-là et échappent à la déportation. Il faut gagner du temps. Les Alliés finiront bien par débarquer, ils sont déjà en Italie. À quelques mètres de la route des Gaillans, nous préférons le chemin qui mène au lac de l'Anglais, qui, soit dit en passant, était écossais. Cet Écossais, Lord Sinclair, avait fait construire une fausse grotte et une fausse ruine. Soudain, je saisis la main de Lucie. « Viens, dis-je en l'entraînant vers la fausse ruine. Mettons-nous un peu à l'abri du froid. »« Je rêve, Hugo Steinert, s'exclame la jeune femme en m'arrêtant dans mon élan sans pour autant lâcher ma main. Vous m'avez tutoyé ? Ah, fais-je en prenant un air contrit. Ça m'a échappé. Désolée. Ne le sois pas. Tôt ou tard, nous y serions venus. Après tout, tu l'as dit toi-même il y a peu de temps. Nous avons sensiblement le même âge. Allons donc nous mettre à l'abri. J'ai du thé chaud dans ma gourde, ça nous fera du bien aussi. Dans la fausse ruine, il fait quelques degrés de plus qu'à l'extérieur, mais pas de quoi se découvrir. Lucie dépose son sac à dos par terre pour sortir sa gourde. Elle s'interrompt lorsqu'elle m'entend m'excuser de nouveau pour l'avoir tutoyée. Elle me fait face, amusée. « Tu ne vas pas passer le reste de l'après-midi là-dessus, se moque-t-elle. Je te tutoie depuis si longtemps lorsque je pense à toi. Ça m'a échappé. Et alors, où est le problème ? Pour moi, il n'y en a pas. Je suis tombé amoureux de toi dès que j'ai ouvert les yeux et que je t'ai vue. Lucie, mais toi ? Hugo Steinert, je l'ai écrit dans ma lettre. J'ai été attiré par toi alors que tu étais inconscient. Et après, j'ai tout fait pour étouffer les sentiments que j'éprouvais lorsque tu t'es réveillé. Je la contemple, le cœur battant. Ainsi, elle éprouve quelque chose pour moi, vraiment. Je tends la main pour effleurer son visage. Lucie frémit au contact de ses doigts qui suivent la ligne de sa mâchoire, puis ses lèvres. La situation semble nouvelle pour elle. Elle ne répond pas à mes caresses et me laisse faire sans mot dire. Ma main valide glisse sur sa nuque et je me rapproche d'elle sans que nos corps se touchent pour autant. Je m'efforce à être aussi doux que possible. Je pose mon front sur celui de la jeune femme, puis nous nous fixons l'un l'autre, nos yeux plongés dans un abîme de tendresse. Le temps semble s'être arrêté. « Tu es si jolie, commençai-je. »« Merci, » répond-elle, intimidée en baissant les yeux. « Regarde-moi, Lucie, » insistai-je en l'obligeant d'un doigt à relever la tête vers moi. Les immenses yeux verts me dévisagent. Cet instant, j'en rêve depuis le premier jour, depuis que j'ai croisé son regard à ma sortie du coma. Mais ce à quoi j'aspire plus que tout, c'est que ce soit elle qui prenne l'initiative de m'embrasser avec la même passion que celle que je ressens pour elle. Je sens le cœur de Lucie battre la chamade sous son gros pull et sa veste qui masque sa poitrine qui se soulève de plus en plus vite, au rythme des caresses de mes doigts qui ont repris leur danse lente. J'approche ma bouche de celle de la jeune femme. Nous sommes isolés du monde extérieur, protégés de ce qui se déroule dehors. Mes lèvres se posent délicatement sur celles de Lucie. Un frisson la parcourt tout entière, un frisson qui n'a rien à voir avec le froid, mais qui, je le devine, provient de ce contact nouveau. Elle ferme les yeux, semblant renoncer à toute maîtrise d'elle-même. Ma main court sur la peau nue de son cou, complètement à ma merci. Nos langues se cherchent, se découvrent, se détachent pour mieux se rejoindre. Lentement, je rapproche mon corps de celui de Lucie, qui reste figé, comme paralysé par la fièvre du moment. Je me demande si mes lèvres chaudes, qui pressent toujours les siennes, font naître en elle quelque chose jusqu'alors inconnu. Je sens les tremblements qui la traversent de part en part. J'imagine les ondes brûlantes, les sensations totalement inédites que je provoque en elle, la chaleur étrange qui doit prendre naissance dans son ventre, comme le laissent penser ses gémissements étouffés. Lorsque le baiser s'arrête, elle ouvre les yeux pour me découvrir, la contemplant avec tant d'intensité qu'elle en est bouleversée.
Une lueur de désir illumine mes prunelles, je le sais, je le sens. Si elle pouvait lire dans mes pensées, elle se sauverait peut-être en courant, car en maintenant toujours sa nuque, je m'imagine lui faire l'amour et pas qu'une fois. Mais Dieu sait comment, je réussis à garder le contrôle sur moi-même. Je la sens offerte, toutes ses défenses émoussées, et elle n'aurait vraisemblablement pas résisté si j'avais essayé d'aller plus loin. Je suis certainement le premier homme à la toucher. Lucie mérite que j'attende encore. Je t'aime, lui chuchotai-je. Depuis le premier jour, je t'aime. Elle ne dit rien, mais se blottit contre ma poitrine avant de se reculer légèrement et poser ses mains sur mon torse et ses lèvres sur les miennes. Je réponds à son baiser avec passion, mais je m'arrête avant qu'il soit trop tard et que je perde toute maîtrise. Je me détache d'elle doucement. La jeune femme met quelques secondes à se remettre de ses émotions. Elle les dissimule en se penchant vers son sac à dos, d'où elle sort sa gourde. Un peu de thé ? Maintenant que nous avons échangé nos salives, nous pouvons boire au même contenant, plaisante-t-elle pour masquer son trouble persistant. Volontiers, après toi. Nous buvons chacun notre tour, en silence. Nous savons qu'un cap a été franchi entre nous, mais ni l'un ni l'autre, nous ne voulons brûler les étapes. Nous allons devoir rentrer maintenant. Je dois prendre mon poste à 19h, et il faut bien 3/4 d'heure pour rejoindre le centre-ville d'ici. Alors, allons-y, annonçai-je à regret. Elle se plante devant moi et s'accroche à mon cou. Ne sois pas triste. J'espère bien que nous allons nous revoir, car moi aussi je t'aime, Hugo. Mais nous devrions trouver un endroit où il fait plus chaud, précise-t-elle avec une mimique qui me fait sourire. Nous reprenons le chemin parallèle à l'Arve en silence, la main dans la main. Avant d'entrer en ville, la jeune femme s'arrête de nouveau. Ce soir, c'est ma dernière nuit. Ensuite, je vais être de jour. Mais que ce soit de jour ou de nuit, je travaille toujours 12 heures pendant 4 jours ou nuits, et j'ai ensuite 4 jours de repos, pendant lesquels je rentre chez mes parents. Ça va donc être compliqué de passer autant de temps ensemble qu'aujourd'hui. Généralement, je reviens une journée plus tôt. Je peux être de retour à Chamonix jeudi en début d'après-midi. Mais les jours où je travaille, je ne peux m'échapper que pour la pause déjeuner. J'ai besoin de te voir. Même quelques instants, soupirai-je. Dis-moi où nous pouvons nous retrouver jeudi. La jeune fille réfléchit quelques instants, les sourcils froncés. Quand tu passes devant l'hôpital dans la direction des Prats, tu as un peu plus loin, du même côté, la villa Niver, puis la villa Bellevue. Tu les dépasses et tu prends la première route à gauche qui va vers les Nants. Quand tu es sur la route des Nants, tu passes derrière le chalet Vallot. Je t'attendrai à l'intersection avec le chemin de la Floria. Je connais un petit chalet qui n'est plus occupé depuis la guerre, à l'écart de tout. Depuis le Majestic, tu en as pour un bon quart d'heure. D'accord. J'ai hâte d'être à jeudi. Je l'attire une dernière fois à moi pour un baiser que j'aurais voulu prolonger, mais je me contiens. Nous nous séparons juste avant les premières maisons de Chamonix.